La colère. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très personnel, de très intime. Mais alors, que se passe-t-il quand ce sentiment, il déborde la sphère privée, pour devenir un immense cri collectif? Aujourd'hui, on va décortiquer comment cette émotion brute est en train de modeler notre société, des manifs de rue jusqu'au bulletin de vote. Tout commence souvent par une phrase comme celle-là. C'est Soura, une étudiante de 19 ans, qui dit ça. C'est un sentiment d'impuissance, l'impression d'être dans une impasse, une émotion à vif qui, je pense, parle à beaucoup de monde en ce moment. Et c'est là que tout bascule. Ce sentiment, au début isolé, commence à s'agréger. Il sort de la sphère intime pour devenir un vrai phénomène de masse. Une force qu'on peut presque toucher, visible partout, sur les réseaux, dans la rue et bien sûr dans les urnes. Alors, premier point de notre analyse. Comment est-ce que la colère d'une seule personne peut, en fait, être le miroir de l'état d'esprit de tout un pays? Pour en revenir à soi, l'étudiante qu'on a entendue, elle manifeste pour plein de choses. Le climat, les droits des femmes, la situation en Palestine, la politique intérieure. Pour elle, c'est clair. Sa colère est directement liée au désespoir. Aller manifester, c'est une façon de rompre l'isolement, même si elle sait bien que le soulagement ne dure qu'un temps. Et le cas de Soa est loin, très loin d'être isolé. Regardez ce chiffre, il vient d'une enquête Ipsos de 2025. 43% des Français se disent en colère face à la situation du pays. 43%. C'est énorme, ça représente quasiment une personne sur deux. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que cette colère n'est pas la même pour tout le monde. Elle devient même majoritaire. Elle dépasse les 50% chez les jeunes de moins de 35 ans et dans les catégories populaires. C'est un marqueur social hyper puissant qui nous montre où sont les vraies fractures dans la société. Mais au fond, la colère, c'est quoi exactement? Dans cette deuxième partie, on va voir comment cette émotion est perçue et souvent très mal comprise par la société. Historiquement, on peut dire que la colère a mauvaise presse. Depuis les stoïciens, on la voit comme une faiblesse, une perte de contrôle. Mais aujourd'hui, beaucoup de philosophes la voient différemment. Pour eux, c'est un signal d'alarme, un moteur indispensable pour le progrès social. Pensez-y, tous les grands combats pour les droits civiques ou le droit de vote sont nés d'une immense colère. En fait, la société nous apprend très tôt à gérer nos émotions selon des codes bien précis. La sociologue Christine Détrez appelle ça les normes de sentiment. Ça vous rappelle peut-être quelque chose d'avoir entendu « Allez, ne te mets pas en colère ». Dans ce contexte, la colère est souvent vue comme illégitime. On apprend aux enfants à la transformer, par exemple en tristesse, parce que c'est socialement plus acceptable. Donc, le point essentiel, ce n'est pas tant d'être en colère ou pas, c'est la nature de cette colère. Le psychiatre Serge Tisseron fait une distinction qui est à mon avis capitale. D'un côté, il y a la colère légitime, celle qui pose des limites tout en restant ouverte au dialogue. Et de l'autre, il y a la colère exclusante, celle qui rejette l'autre et qui, bien sûr, est le terreau des discours populistes. Alors quand cette colère est canalisée de manière constructive, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment cette émotion, à l'état brut, peut devenir un vrai moteur de changement. Cette phrase, elle est de Frédéric, 54 ans, agent d'entretien. Je trouve qu'elle résume tout. C'est une colère pure face à l'injustice. Et c'est cette colère-là qui le pousse à agir, sans relâche. Frédéric, ce n'est pas un militant du dimanche. Il est syndicaliste, il a été gilet jaune dès le début, il est sur le terrain toutes les semaines. Sa colère est très ciblée, il voit au quotidien la dégradation des services publics et il se bat contre ce qu'il ressent comme une destruction du modèle social français. Prenons un autre exemple, celui d'Alexandrine. Sa colère à elle, elle s'est focalisée sur un projet très local, très concret. Face à un promoteur immobilier et à sa mairie, elle a simplement décidé que non, elle n'allait pas se laisser faire. Et là, c'est l'exemple parfait d'une victoire. Regardez bien les étapes. Ça commence par un bras de fer avec la mairie. Puis, Alexandrine et son collectif mobilisent les habitants. Ensuite, ils montent une coopérative pour racheter le site eux-mêmes. Et à la fin, ils deviennent copropriétaires. Ils sont passés de la protestation à l'action concrète. C'est vraiment un cas d'école de colère constructive. Mais voilà, s'engager comme ça a un prix. L'activisme, cette colère qu'on entretient en permanence, ça peut avoir un coût personnel qui est extrêmement lourd. Revenons à Frédéric. Ce tableau, c'est un peu le revers de la médaille. Sur le plan judiciaire, 12 gardes à vue, des dizaines d'amendes. Dans sa vie perso, des tensions dans son couple. Et pour sa santé, des conséquences physiques bien réelles. Sa colère est, comme il le dit lui-même, énergivore. Et il y a une explication scientifique à ça. Le docteur Tisseron explique bien qu'une colère permanente, ça maintient le corps dans un état de stress chronique. Cette accumulation d'hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline, finit par provoquer des dégâts physiques bien concrets. Et puis, il y a cette colère qui ronge de l'intérieur.
C'est celle de Sébastien, 44 ans. Il est accompagnant d'élèves en situation de handicap. Avec un salaire de 1 070 € par mois et ce sentiment d'être complètement méprisé, il a peur de craquer. Sa colère vient du sentiment de ne pas être entendu, du tout. Du coup, une question hyper importante se pose. Est-ce que tout le monde a le même droit d'exprimer sa colère? Sur le papier, oui. Mais dans les faits, la réponse est non. La société ne juge pas cette émotion de la même manière selon le genre ou l'origine. Pour une femme, la colère est vite qualifiée d'hystérie. Pour une personne racisée, elle peut être vue immédiatement comme une menace. Le droit à la colère est donc, lui aussi, très inégalitaire. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière partie. Si les canaux traditionnels pour exprimer ce mécontentement, les partis, les syndicats, sont perçus comme complètement bouchés, où est-ce qu'elle va, toute cette colère? Le problème de fond, il est là. Des gens comme Frédéric ou Sébastien ont l'impression que les institutions qui sont censées écouter et canaliser cette colère, eh bien que ce soit les syndicats, les partis ou le gouvernement, sont devenus des murs. Leurs cris d'alarme ne passent plus. Le philosophe Peter Sloterdijk a une formule qui résume ça parfaitement. Il parle d'une ère dépourvue de points de collecte de la colère. L'image est très forte, non? Imaginez toute cette énergie sociale qui bouillonne, mais qui n'a plus nulle part où aller pour être traitée, entendue et peut-être transformée en quelque chose de constructif. Et c'est la question qui reste. Si la colère est vraiment un signal d'alarme, si des millions de personnes tirent la sonnette, mais que personne ne semble écouter, que se passe-t-il après? C'est peut-être la question la plus importante pour comprendre notre époque.